Alors, bonjour tout le monde. Avant de céder la parole à mon chef, j'aimerais juste mentionner qu'on sait que ça va pas bien dans le système de santé au Québec, mais je veux revenir sur quelque chose d'absolument aberrant et d'inhumain lorsqu'on voit qu'un jeune poupon qui vient tout juste de naître à Bécomo est transféré sans sa mère pour quelques heures de traitement sous oxygène, tout simplement parce que la pouponnière est fermée à l'hôpital. On sait également que les soins pédiatriques sont fermés là-bas. Quand on dit qu'on a au Québec un système à deux vitesses de plus en plus entre les régions et les grands centres, puis qu'on fonctionne, on gère le système par attrition, moi, ça me révolte absolument. On ne peut pas accepter que dans nos régions, on ne puisse pas accoucher et avoir les soins nécessaires lorsqu'on est des Québécois qui avons payé pour un système de santé universel, gratuit et accessible partout en région. Là, c'est la base. On a des services d'obstétrique, mais on n'a pas la pouponnière pour s'occuper de l'enfant à la naissance. Moi, je suis véritablement révolté. Et puis, je ne comprends pas qu'on ait laissé la situation se détériorer à ce point en sachant que si on allait mettre en place des mesures avec les agences de placement qui allaient avoir des conséquences, puis qu'on parle d'une équipe volante, mais qui n'a toujours pas pris son envol. On est véritablement en train de construire l'avion en plein vol dans les régions, là, mais cette expression-là, là, elle ne fonctionne plus quand c'est les services de base qui sont affectés. Donc, je demande au ministre Dubé d'agir pour donner les soins essentiels aux familles du Québec, partout où on doit les obtenir. Merci, Joël. Simplement revenir sur les nombreux commentaires de la fin de semaine. On pensait avoir un congé au Parti québécois. Ça a été plus ou moins le cas. Une des discussions portant sur le Parti québécois, c'est celle sur les écrans. Je veux y revenir parce que autant je veux saluer le changement de cap du premier ministre sur cette question-là, autant je veux réitérer qu'une commission spéciale pourrait durer 2 ans. Là. Et on est devant beaucoup de travail qui a déjà été fait tant au Québec qu'en France. L'expertise est déjà là. Donc, je veux réitérer qu'autant on va collaborer pour on accueille favorablement le fait que le premier ministre déclenche cette commission spéciale, autant on veut l'assurance du gouvernement qu'on va procéder dans des délais raisonnables. La France s'est donné 1 mois avant d'émettre ses recommandations. Nous, on dit 4 mois, mais dans tous les cas, pour janvier 2025, il faut avoir un résultat quelconque de ce processus-là, compte tenu qu'on est très avancé et qu'on peut faire appel à des experts de partout dans le monde, les autres juridictions étant nettement en avance sur le Québec, qui a traîné de la patte, notamment parce qu'on a un peu ridiculisé ce sujet-là au début du côté du gouvernement. Donc, j'espère qu'il va y avoir de la collaboration, autant que nous, on est prêts à mettre de collaboration là-dedans. On fait quoi avec les médecins de famille? On fait quoi avec les médecins de famille? Médecin de famille, rappelez-vous que la promesse de la CAQ, c'était un médecin pour chaque Québécoise et chaque Québécois. Puis là, on a transformé cet engagement formel du gouvernement en une entente avec les médecins de famille qui était, et pour citer le ministre à l'époque, c'était une entente historique. Aujourd'hui, cette entente-là vient à terme et le ministre veut prolonger l'entente sans avoir négocié la suite. Alors moi, je demande au ministre là, d'avoir un petit peu de... je dirais d'être conséquent. S'il trouve que sa solution est si bonne, bien qu'il la fasse fonctionner. Sinon, on va où? Nous, ce qu'on a dit au moment de l'annonce de cette mesure-là, c'est que c'était encore une prime de plus aux médecins, alors qu'on avait promis, de part et d'autre d'ailleurs, le Parti québécois, comme la CAQ, avait promis de réviser le mode de rémunération des médecins. Le ministre a décidé d'en mettre davantage sur la table, puis là, il le retire avec les conséquences qu'on connaît, mais qu'il l'assume. Sur le PL 65, est-ce que vous étiez prêt à aller de l'avant aujourd'hui? Donc, au Parti québécois, on a consenti à ce qu'il n'y ait pas de consultation particulière, mais dans la mesure où est-ce qu'on ne peut pas consulter les groupes, on a demandé 24 heures pour parler à ces groupes-là minimalement. Ça veut dire que nous, on est prêts à procéder demain matin. Et je suis très confiant qu'on est capable de terminer ça avant la fin de la session. Est-ce que tous les partis avaient consenti à ce qu'il n'y ait pas de consultation? Oui. Qu'il n'y ait pas de consultation, oui. Nous, on a consenti à ce qu'il n'y ait pas de consultation parce que ça prendrait 2 semaines. Le temps de convoquer puis d'entendre, là, on n'aurait pas le temps. Mais en même temps, on a pris 24 heures pour minimalement parler à quelqu'un avant de procéder. Là. Il y a des groupes qui ont des choses à dire. Faut quand même... Donc, 24 heures, c'est vraiment... On ne peut pas compresser plus que ça. On vient de sauver 2 semaines. On est prêt à procéder demain matin. Il n'y a pas de raison que ça avance pas. Ça va être adopté d'ici la fin de la session, de votre point de vue? Ben oui. Pourquoi pas?
Donc, c'est les libéraux qui mettent du sable un peu dans l'engrenage? On va commencer demain. Je pense qu'à partir de demain, on a encore... Ça vous laisse assez de temps? Ben oui, absolument. On a 4, 5, 6, 7 jours. C'est un projet de loi d'une douzaine d'articles. Jusqu'à quel point c'est important que ce soit adopté à cette session-ci, à votre avis? Bien, on a déjà perdu beaucoup de temps puisque la ministre refusait toutes nos propositions, tous nos amendements en décembre dernier. Souvenez-vous, en février, c'était la même chose. Elle arrive en fin de session en disant, bien là, je viens de voir la lumière, il faudrait peut-être adopter ce projet de loi-là. On collabore, on va l'adopter maintenant parce qu'il y a encore des évictions, parce que les aînés ne sont pas protégés, ils ne sont pas davantage qu'ils l'étaient en décembre lorsqu'on faisait valoir ces arguments-là. Donc, on les protège rapidement en fonction du 1er juillet. Je pense que c'est une bonne idée. On a déjà perdu 5 mois. Sur le discours de M. Nadeau-Dubois, comment vous qualifiez cette attaque face à votre stratégie, à vous, votre stratégie référendaire ou d'accès à la souveraineté? Il dit que c'est, en quelque sorte, que c'est un peu vous attaquez à l'immigration, dans le fond. En fait, pour réitérer ses mots, il réduit le projet d'indépendance du Québec à un référendum contre l'immigration. Je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. C'est clairement de la politique négative. Le hasard a fait que la veille, je félicitais Sol Zanetti pour son explication sur l'indépendance. Et j'ai décidé de continuer dans notre approche au Parti québécois en répondant à Québec solidaire de, s'il vous plaît, mettre de l'avant ce qu'eux proposent. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est clair en matière d'immigration. Un gel de l'immigration temporaire suivi d'une réduction et une réduction des seuils permanents. Quand on pose la question à Québec solidaire, vous proposez quoi sur le plan des idées? Je ne sais pas si c'est toujours une augmentation à 80 000 des seuils permanents. Ils sont contre le gel de l'immigration temporaire, même s'ils disent qu'il y a trop d'immigration temporaire sur le territoire québécois. Bref, c'est une façon pour Gabriel Nadeau-Dubois de ne pas parler des idées de chaque parti, faire de la politique négative qui, à l'évidence, plaît beaucoup à sa base. Mais est-ce que ça plaît à la population? Moi, je pense que notre approche différente, plus constructive et plus rassembleuse, puis si on consulte les sondages, à l'évidence, il y a une approche qui est plus rassembleuse que l'autre. Qu'est-ce qu'on répond aux hôteliers qui sont tannés des itinérants qui nuisent à leurs affaires? Par rapport aux... L'association d'hôteliers. Oui, puis là, pour revenir aux événements qui ont eu lieu à Montréal aussi, là, j'avais dit il n'y a pas si longtemps qu'on se dirigeait vers une crise sans précédent. La crise du logement va s'aggraver parce que les données nous indiquent que ça va s'aggraver et donc l'itinérance également s'aggrave. On a fait une sortie dernièrement où est-ce qu'on propose 5 axes d'intervention parce qu'on ne devrait pas accepter l'itinérance. Et malheureusement, on paie les conséquences de la négation de la crise du logement pendant près de 4 ans par le gouvernement, puis par des mesures anti-logement social, puis par l'absence de contrôle total de l'immigration temporaire du côté du gouvernement de la CAQ. Tout ça a des conséquences. Et je réitère que la dernière chose qu'on veut, c'est la judiciarisation du phénomène de l'itinérance. C'est une conséquence de la crise du logement et une conséquence de d'autres problématiques, notamment santé mentale, stupéfiants. Donc, il faut s'unir autour d'un plan pour renverser la vapeur, parce que si on ne fait rien, l'itinérance va continuer de s'aggraver, puis c'est pas dans la répression qu'on va améliorer les choses. Il faut vraiment s'unir. Pour ces genres d'affaires-là, donc vous dites, la solution, c'est pas d'appeler la police, mais c'est quoi la solution? Bien, j'ai fait une sortie en 5 axes, là, justement, où est-ce que faut que le communautaire collabore avec les services de police. Il faut également agir sur la crise du logement elle-même parce que clairement, on est devant la conséquence d'un manque de logement. Il faut qu'en santé mentale, en ressources d'accompagnement, il faut réinvestir. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on propose. On prend les exemples de Houston, de la Finlande, qui ont ouvertement dit, nous, on ne tolère pas l'itinérance comme phénomène dans une société. On se donne comme objectif de tendre vers itinérance zéro. C'est ce qu'on veut faire en s'inspirant de la politique de Véronique Yvon, qui date de 2014, mais qui n'est pas mise en œuvre. On veut réactiver cette politique-là. Donc, voyons s'il y aura un peu d'écoute du côté du gouvernement. Sur le projet de loi 57, je pense que c'est M. Arsenault qui est la commission, là, il y a les centrales syndicales qui ont écrit une lettre en disant s'inquiéter pour la liberté d'expression. Après ça, il y a les patrons de médias qui ont aussi écrit une lettre pour s'inquiéter, disons,
la façon dont ont été rédigés certains articles de la loi, du projet de loi. Là, on est en étude article par article, fait que je me demandais, le Parti québécois se situe où par rapport à ce débat-là? Qu'est-ce que vous allez demander? Bien, devant les maires à l'UMQ vendredi, j'ai parlé de notre inconfort par rapport à la formule très large de l'entrave, parce qu'on doit réitérer que c'est la liberté d'expression qui prime en démocratie. Et en même temps, si on raffine un peu le vocabulaire, on travaille un peu sur le texte, on peut s'inspirer de choses qui fonctionnent, comme la notion de plaideur vexatoire, anciennement plaideur quérulant. Tout le monde a droit d'aller devant un juge et d'ester en justice, mais si quelqu'un manifestement abuse du système de justice, il y a des critères pour empêcher des comportements absolument inacceptables en société. Donc, on peut s'inspirer de ça pour trouver le bon vocabulaire. Je note que déjà, il y a des moutures qui améliorent un peu le texte. On a justement inclus la notion d'abusif. On est encore à l'écoute de voir si on peut raffiner davantage pour s'assurer qu'on demeure dans une démocratie fondée sur la liberté d'expression, mais que pour les cas où les élus ne sont plus capables de travailler ou sont littéralement harcelés, bien, il y a aussi des outils, puis tout ça est bien équilibré. Et pour ce qui est du DGEQ, là, on sait que le DGEQ, lui, ne veut pas du tout avoir les pouvoirs qu'on veut lui donner d'enquête. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais je pense que la neutralité puis l'indépendance du DGEQ doit être maintenue. Alors, il a été très clair pendant les consultations particulières. Donc, moi, j'ai espoir que le gouvernement a bien compris le message puis qu'il ne va pas mettre en jeu là, la crédibilité, l'indépendance ou la neutralité d'une institution comme le directeur général des élections. Donc, on n'a pas encore là, pris connaissance de ce que le gouvernement entend faire pour cet aspect-là en particulier, mais je pense que le message a été bien entendu. J'ose l'espérer, en tout cas. Vous pensez des personnes avec des déficiences intellectuelles qu'on fait travailler pour quelques dollars par jour ou même en stage pendant des années? Mon point de vue là-dessus, en fait, c'est que les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme sont des personnes à part entière. Alors, si on leur offre des stages, si on leur offre des programmes d'intégration à l'emploi, bien, elles ne doivent pas être victimes de discrimination. Elles contribuent aussi aux opérations des entreprises puis des organisations pour lesquelles elles vont travailler. Alors, moi, je trouve ça gênant qu'une société comme le Québec utilise cette force de main-d'œuvre-là sans les payer convenablement. Alors, moi, j'invite le ministère de la Santé en particulier, qui cautionne ce système-là depuis trop longtemps, à mettre un haut là, corriger le tir, que les stages soient proprement rémunérés. On demande que les étudiants aient des stages rémunérés. Je pense que les personnes adultes qui ont des déficiences puissent être rémunérées à la hauteur de la prestation de leur travail en matière de stage, puis qu'ensuite, en intégration à l'emploi, ils aient le même traitement que tous les autres Québécoises et Québécois. Ça me semble aller de soi. Puis s'il faut aussi interpeller le ministère du Travail à cet égard-là, on va le faire, mais vous avez entendu la réaction du ministre Carman, qui était lui aussi étonné et mal à l'aise face à une telle situation. Donc, je pense qu'il lui aussi a compris le message. Il va falloir agir. For the GPs, general practitioners, and the agreement that is ending on Friday, you said that you didn't want to give to family doctors another bonus. You wanted to modify their wages and how they are paid. But do you have the impression that with this $120, this bonus to get a patient who doesn't have a family doctor through the gap, that basically GPs got used of bonuses in Quebec, and now they were not good. They were just saying to some patients, but of course, no more appointments. Of course, the problem is not now. The problem is 2 years ago when Minister Dubé said that he had found a historical way of solving the problem of, for people to have access to the first line, to services in the health system. Well, he didn't really do his homework, because to find a way to open up, the doctor's offices to citizens, it has to be perennial. It has to be stable. But he signed a 2-year agreement giving them a premium or a bonus, and now he wants to take it away without having done his homework, which is, reviewing the overall salary basis of the doctors. So now he's
basically facing him he's faced with his own, lack of, So force. he gave this candy. He should have never gave this candy to GPs. Yeah, exactly. He shouldn't have done it in the first place. He shouldn't have done given the bonus in the first place. And now he's complaining that they still want it. But yeah, you didn't do your job. If I might add something. So normally the CAQs, just like the PQ, agreed on reforming the way doctors are paid. They didn't do that. They didn't respect their promise, and they went with this bonus saying it's going to work. And we said, no, it's not going to work. And obviously, it was bad public policy. And then on top of that, then they are not foreseeing how to change things in regards of the end of the contract. So who's paying the note? Citizens, for promises that were just bad public policy and promises that were never respected by the CAQ. And on the special commission, you said that you want to the CQ government to speed things up because this is what you've been asking for months now. Yes, since January. And if you look at what happened in France, they're doing the same work in 1 month. So the work has already been done in so many jurisdictions. The data is so clear. We can give ourselves 3 to 4 months and agree that recommendations will be issued before Christmas 2024 so that in 2025 those recommendations be applied. Because otherwise, a special commission can go on for like 2 years. And we want to see that the government is in good faith and wants things to move forward because unfortunately over the past months we got very little collaboration. We're very happy they changed their mind on this, but we want to make sure that we're actually working towards concrete changes for the youth. If I can go back to the FMOQ for a moment, there are only a few days left before this contract expires. So at this point, we're seeing already family medicine groups, GMF, sending out a notice to their patients saying that they will be taking on fewer patients as of June 1st. What do you think could realistically be done for those patients before they reach an agreement? Well, I think they need to reach an agreement because otherwise it's a lose-lose situation. Lose-lose-lose because the government is losing its face. Obviously, the doctors too are ruining their reputation in front of the citizens, and citizens won't have the service. So I hope that they can certainly agree on continuing the system for until they reach a new agreement, until they reach a new system, a new remuneration system. But failing on this particular aspect is not acceptable. It cannot be, it cannot end that way. After saying that it's a historical way of looking at the ligne d'accès at the system, just letting it drop makes no sense. So you're asking them to extend it, essentially? Well, to extend it, and whether they pay or they don't pay is not my business. It's the government's deal that they reached. But I'm not telling the government what to do. I'm just saying that they can't just let the citizens go without services for weeks. Just quickly on the housing bill. I was just going to ask quickly on the housing bill, Bill 65. I understand you've asked for 24 hours of consultations. What more are you hoping to learn during that time? Well, the idea is we're supposed, normally when you have a new law tabled, a new bill tabled, we've got a week to invite a number of groups that have something to say about the topic, and then you have consultations for 2 days. So basically it takes about 2 weeks. So what we ask the government is to give us a day so we can consult the groups and see how we can make the bill better, or ask if they agree with the entirety of the bill, because it's for them and for their people that they serve that we're trying to adopt the bill. So basically 24 hours to get prepared to do the job, and then we'll have 7 days to study and adopt the bill. So it's no problem. There's a 14
It's a 14-article bill or something like that. So I have no doubt that we'll reach our goal before the end of the session. And for the leader, in principle, you agree with this commission, this parliamentary commission on screens and social media? We asked for it on the 7th of May, a few weeks ago. Are there any discussions now? Because you say it could be done in 4 months. Are there any discussions about how have they approached you to say how it could work? We never there's been a few discussions, but nothing that is clear about how much time we're giving this process, and that's why I'm very, very clear publicly about the fact that we're not dealing with a topic where we start from scratch. Right. The data, the research, the measures abroad, everything has already been done. We are late on that topic compared to other jurisdictions. In which case, given that France, for instance, has given itself 1 month to work on a similar commission, we can give ourselves very safely 3 to 4 months. I agree that before Christmas, we agree on the recommendations so that in 2025, we start with those recommendations applied. J'ai juste une question en français pour un de mes collègues concernant un article qui a écrit sur un professeur qui a eu des propos islamophobes. C'est un professeur de culture et d'éthique religieuse. Donc, il y a eu des propos anti-Mahomet, finalement, puis il a été changé d'école. Puis il y a un rapport d'enquête qui est entre les mains du ministre Drainville. Ça fait maintenant 6 mois. C'est ça. Donc, il n'y a toujours pas eu de sanction, toujours pas de décision. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ça prenne autant de temps que ça? C'est ça. Poser la question, c'est répondre. Le rapport dont vous n'avez pas copie, moi, je n'ai pas copie non plus, il est sur le bureau du ministre. Le ministre a l'obligation de répondre. Rappelons les principes qui s'appliquent ici. La liberté d'expression est le principe fondamental, mais le discours haineux n'est pas toléré. Et dans le cas des professeurs, il y a une obligation supplémentaire, c'est celui d'une réserve ou d'un équilibre, notamment ce qui justifie le principe de laïcité. Donc là, clairement, il y a un enjeu, mais c'est au ministre de nous répondre c'est quoi sa décision, puis pourquoi ça traîne sur son bureau depuis plusieurs mois. Et tant que le ministre n'aura pas répondu, en effet, il y a un os. Est-ce que vous pensez que des propos comme ça devrait automatiquement mener à une sanction? Bien, le rapport, moi, je ne l'ai pas lu, mais à l'évidence, il y a un enjeu ici. Là, il y a des propos qui ne sont pas acceptables. Donc là, il y a un ministre qui est censé faire son travail, et c'est un peu des fois l'ironie de la situation. Je suis pris à vous rendre des comptes sur quelque chose qui est sur le bureau du ministre et pour lequel il ne rend pas de compte. Je demande au ministre de rendre des comptes sur sa gestion de ce dossier-là. Puis je veux savoir c'est quoi sa décision. Il pourrait rendre aussi peut-être le rapport public, ça aiderait tout le monde, je pense. Mais juste une dernière précision là-dessus. Est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est normal que ce soit le ministre qui se retrouve à devoir faire ça? C'est peut-être pour ça que c'est aussi long, je veux dire, c'est quand même... Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir peut-être une autre personne qui soit responsable? C'est une bonne question, mais elle est fondamentale, votre question, parce qu'on tend, tant en éducation et en santé, on tend davantage de centralisation et de politisation. Est-ce que ça rime avec une meilleure gestion? On a commenté souvent en disant, nous, on est plus de l'approche de la décentralisation. Donc, à nouveau, c'est une autre excellente question qui devrait être posée au ministre, parce que c'est son approche dont il est question ici. Là. Je ne sais pas, mais on a eu tout un débat sur la centralisation, justement, d'un certain nombre de pouvoirs décisionnels entre les mains du ministre. C'est le ministre qui demandait lui-même d'avoir accès à toutes les données puis d'être le seul maître à bord. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Là, il a une décision à prendre. Il y a un rapport qui lui a été déposé. Puis, à ce que je sache, il y a déjà 7 cas sur lesquels il a dû se prononcer là, dans le passé. Le ministère a dû se prononcer. Pourquoi celui-là fait figure d'exception puis qu'on ne tranche pas? C'est ça la grande question. Il a le pouvoir de le faire. Il a la responsabilité de le faire maintenant. C'est lui qui l'a souhaité.